Mon nom est Sarah Charbonneau. Je précise qu'aujourd'hui, les principaux enjeux abordés seront le dépistage, la vaccination et l'état de situation épidémiologique. 3 porte-paroles sont présents pour s'adresser à vous aujourd'hui. Tout d'abord, Mme Caroline Roy, PDG, Dr Lise Landry, directrice de santé publique, et Dr Omobola Sobanjo, médecin spécialiste en santé publique. Madame Roy, la parole est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, c'est un plaisir encore une fois pour cette semaine de m'adresser à vous, gens de la population, mais également les médias directement. Donc, quelques messages quand même aujourd'hui, là, en lien avec l'actualité aussi, puis la situation présente au sein de notre organisation, puis la situation pandémique, évidemment. Donc, premièrement, une belle nouvelle. Vous avez pour la plupart déjà reçu probablement via les Publisac ou tout autre moyen là, de diffusion par la poste un feuillet qui s'appelle finalement « Combattant les effets de la pandémie chez les aînés ». Donc, notre objectif à travers ce feuillet-là, c'est réellement de prévenir le déconditionnement ou de limiter les impacts d'un déconditionnement chez nos aînés. On le sait, la pandémie a chamboulé le quotidien de tout le monde. Ça fait maintenant presque 1 an qu'on est en situation pandémique là, avec la COVID-19, mais vraiment les personnes les plus vulnérables qui ont pu soit diminuer leur activité, soit diminuer leur sortie. Puis c'est effectivement en respect de différentes mesures et directives, mais ça a pu contribuer à un déconditionnement. Donc, on a diffusé, puis c'est disponible également sur notre site web, puis sur différentes plateformes, un feuillet pour être capable de prévenir, puis donner des outils pour les aînés et leur entourage. Donc, on vous invite à conserver le feuillet, à vous y référer, à le mentionner à vos aînés qui sont proches pour s'assurer qu'on puisse mettre tout ça en application, puis s'assurer de prévenir le déconditionnement. Donc, trucs et conseils très faciles qui s'y retrouvent avec des trucs alimentaires et d'autres liens là, avec les saines habitudes de vie. Sinon, deuxième message en lien avec le dépistage. Donc, je le rappelle, depuis cette semaine maintenant, tout le monde a accès à la plateforme pour avoir accès à un rendez-vous de dépistage. Donc, il suffit d'aller sur la plateforme, là, puis vous y avez accès via notre site web pour pouvoir vous inscrire, pour pouvoir faire un dépistage de la COVID-19. Il y a également le moyen par le téléphone, donc le numéro de téléphone qui est également disponible, mais j'invite vraiment toute personne qui est capable d'avoir accès à Internet et qui facilement peut compléter là, les informations en ligne, d'utiliser cette modalité-là technologique, puisque ça évite à ce moment-là d'avoir des plus longs délais au niveau de la plateforme téléphonique, là où il y a des gens là, qui n'ont peut-être pas accès à Internet ou pas accès à cette modalité-là pour s'inscrire. Donc, pour le bien de tous, pour faciliter l'accès à l'inscription au dépistage, je vous invite à vous y référer. Nouvelle information aussi que vous allez retrouver sur notre site et de plus en plus, là, vous l'entendez aussi, c'est la recommandation et la demande du dépistage préopératoire. Donc, lorsque vous êtes en attente d'une chirurgie élective, donc une chirurgie qui est non urgente, il y a une personne qui va vous appeler puis vous donner votre moment, votre date pour avoir votre chirurgie à venir. À ce moment-là, la personne qui vous contacte va aussi vous offrir le dépistage et donc vos médecins spécialistes, vos chirurgiens vous demandent d'accepter d'avoir ce dépistage-là préopératoire. En fait, l'objectif, c'est pour vous protéger, évidemment, protéger aussi de certaines complications qui peuvent être plus importantes pour une personne qui est COVID positive, protéger toute l'équipe de soins qui va vous accueillir là, au sein de notre hôpital, puis qui va s'occuper de vous aussi suite à votre chirurgie. Puis évidemment, tous les usagers que vous pourriez côtoyer. Donc, ça permet vraiment d'adapter là, toutes les mesures qui sont en place. Donc, on vous demande d'accepter le dépistage pour, en fait, en vue d'une opération élective que vous pourriez avoir dans l'une ou l'autre de nos installations hospitalières. Un autre message concerne les prélèvements sanguins. Donc, on constate dans les dernières semaines que certaines personnes n'annulent pas leur rendez-vous pour leur prise de sang dans les différents laboratoires de la région, même si peut-être il y avait prévu ne pas s'y présenter. C'est sûr qu'il y a des situations urgentes qui peuvent parfois faire en sorte qu'on oublie d'annuler notre rendez-vous puis qu'on ne s'y présente pas. Mais lorsque vous anticipez ne pas vous présenter à votre rendez-vous pour votre prise de sang dans le laboratoire, retournez sur l'application Clic Santé ou contactez votre laboratoire par téléphone pour annuler votre rendez-vous. De cette façon-là, ça va donner accès à une autre personne qui pourrait en bénéficier. On le sait, il y a quand même là, parfois quelques semaines d'attente pour pouvoir avoir accès à un rendez-vous pour un prélèvement sanguin. Donc, ce serait apprécié de ne pas oublier d'annuler le rendez-vous si vous pensez ne pas pouvoir vous y présenter.
Puis, dernier élément que je souhaitais aborder aujourd'hui, c'est en lien avec l'article de la presse qui est paru ce matin un peu plus tôt concernant les mesures sanitaires qui n'ont pas été respectées, qui ont été constatées là, par la Commission des normes équité, santé, sécurité du travail, donc qu'on appelle la CNESST, dans différents milieux de vie. Ceux qui ont pu prendre connaissance de l'article, vous avez vu qu'on fait référence, entre autres, à certains milieux de vie de notre région. Puis, je souhaitais là, juste aborder quelques éléments en référant notamment au fait qu'il faut se rappeler que c'était pendant la première vague, ces constats-là. Puis, dans la première vague, il y a eu une connaissance évolutive qui s'est faite au niveau du virus qui donne la maladie de la COVID-19. Puis, il y a eu aussi une gradation des différentes directives applicables pour, oui, nos installations, mais également nos milieux de vie partenaires. Les deux éléments auxquels on réfère dans l'article qui concernent notre région de nos milieux de vie partenaires font référence au respect à la confidentialité des résultats, puis à la disponibilité de certains équipements de protection individuelle. Donc, si je réfère à ces deux éléments-là, en fait, je le rappelle, c'est effectivement vrai, la loi sur la santé et sécurité du travail et autres lois en vigueur au Québec fait en sorte que toute donnée confidentielle au niveau de la santé, dont les résultats des tests diagnostiques, est une donnée confidentielle là, qui appartient à la personne et non pas à une autre personne, son locataire ou même son conjoint, ses enfants ou sa famille, ses proches. Dans le contexte de résidences privées, donc nos RPA, les résidences privées pour aînés, bien, effectivement, ce sont des personnes qui ont des bails, qui résident à ces endroits-là dans des logements ou dans une unité locative, puis ont droit à cette même règle de confidentialité. Et dans ce contexte-là, ça peut parfois sembler difficile pour un milieu de vie de pouvoir concilier toute l'information et appliquer les bonnes mesures, mais je vous rassure sur le fait que lors de l'éclosion à Bleu Horizon, dont il y a été question dans l'article, dès la journée où on a pu prendre conscience d'une transmission qui était accrue dans ce milieu-là. Et même dès le premier cas, il y a eu une SWAT team, là, donc une équipe particulière qui s'est mise en place et qui a été en contact avec la direction d'établissement, avec les gestionnaires à tous les jours et parfois même plusieurs fois par jour là, pour s'assurer que toutes les mesures étaient bien en place et que tout était là pour éviter une transmission supplémentaire, ce qui s'est fait aussi de façon très bien puisque rapidement, à l'intérieur de quelques jours, là, l'éclosion a été contrôlée aussi de par le nombre de résidents qui avaient pu contracter le virus directement. Donc, c'est dans le respect de la confidentialité des individus et respect au droit à leurs données confidentielles que tout ça a été fait. L'autre élément que je souhaitais mentionner, c'est en lien avec les équipements de protection individuelle. Évidemment, là, toutes les directives ont évolué aussi au niveau des derniers mois avec la connaissance qu'on a eue accrue de ce virus-là. Puis, dès le début, lors de la directive au niveau de la protection oculaire, des visières étaient disponibles en quantité suffisante pour l'ensemble de notre personnel au sein du réseau et même les travailleurs de la santé dans les différents milieux de vie. Certaines personnes pouvaient privilégier le port de lunettes protectrices plutôt que les visières. Donc, c'est ce qui fait en sorte que certaines personnes ont souhaité aller faire l'acquisition eux-mêmes de certaines lunettes protectrices plutôt que d'utiliser les visières qui étaient disponibles. C'est tout à fait correct, là, mais c'est ce qui explique aussi des réalités où il y a eu des achats qui se sont faits directement par des gestionnaires, des employés pour pouvoir bénéficier de certaines lunettes qui étaient conformes aussi à la directive émise. Donc, je pense que ce qu'il faut retirer de cette situation-là, parce qu'on le voit quand même, aucun nouveau cas dans les milieux de vie là, de notre région depuis la première vague, depuis cette éclosion à Bleu Horizon, c'est que rapidement, on a toujours été capable de mettre en place des modalités de communication, autant à l'interne, mais avec les partenaires pour s'assurer que les mesures étaient en place et en respect des directives au moment où c'était en vigueur. Vous vous souvenez aussi, je vous en ai parlé souvent à ce moment-là, rapidement, on a imposé la restriction de mobilité et de déplacement de notre personnel, également du personnel de notre établissement qui va dans les milieux de vie, entre les différentes zones ou entre les différents types d'installations pour s'assurer d'éviter le risque de transmission. Et on a mis ça en place même bien avant l'émission de la directive qui en faisait référence. Puis, à ce jour, je vous confirme aussi qu'il y a plusieurs personnes dans les milieux de vie qui sont formés, qu'on appelle des champions PCI, donc des personnes qui sont formées là, à toutes les mesures en vigueur au niveau de la protection, contrôle des infections et qui contribuent à s'assurer de l'application des mesures qui sont en vigueur au sein des milieux de vie. Donc, aucune rupture de pays a eu lieu là, dans la région, ça aussi, je vous le confirme. Puis, le résultat quand même témoigne qu'on a réussi à éviter une transmission ou même des premiers cas dans nos milieux de vie de la région.
Donc, c'était le message principal que je voulais faire en référence à l'article qui a paru ce jour. Merci, Sarah. Merci beaucoup, Dr. Lise Landry. Je vous invite à poursuivre. Oui, bon après-midi tout le monde. Merci d'être toujours fidèle au rendez-vous pour transmettre l'information à notre population. Moi, je vais vous parler de la vaccination. Ça va effectivement bien dans notre région. On se compare même avantageusement au reste de la province. Nous avons déjà, au-delà, comme vous voyez, 7 313 personnes vaccinées, ce qui représente 5 de notre population, alors qu'au Québec, on est à 2,8 Maintenant, au niveau des doses qui ont été données, la moitié ont été données au travers de la santé et l'autre, environ 31 si on additionne les résidents CHSLD, RI et RPA. Donc, 31 des doses ont été données à ces personnes-là. On sait qu'on a toujours dit que le facteur de vulnérabilité était large. Et en plus d'être hébergé, on sait que dans les grosses bâtisses, le virus entre, ça peut être un feu de paille. Alors, on est très, très, très content de cette couverture-là. Maintenant, au niveau des communautés, ici, OK, parfait. Merci, Sarah. Non, tu peux aller à l'autre tableau, là, c'est parfait. Donc, par contre, si on regarde en pourcentage, oui, les résidents et les RPA ont eu 31 des doses, mais ça correspond, comme vous voyez, à 88 des résidents ont été vaccinés. Donc, on dépasse la cible qui était de 75 Au niveau des travailleurs de la santé, on a plus de la moitié de faits. Résidents RPA, 64 puis ça se poursuit cette semaine. Au niveau des communautés isolées, on est à 30 Nous sommes actuellement en train de vacciner le territoire Villebois, Valparadis, Beaucanton. Ce sont des doses qui ont été fournies à même la région 10. Et on sait aussi également que la majorité des communautés autochtones ont commencé à vacciner leur population cette semaine. Ça va se poursuivre la semaine prochaine. Ce sont eux qui gèrent la vaccination elles-mêmes. On les soutient. La réponse est meilleure qu'anticipée. C'est une bonne nouvelle. On a vu entre autres des chefs de bande, des personnels inciter leur population à être vaccinés dans les médias et les réseaux sociaux. Alors, c'est super. On tient à vous rappeler que même si la population reçoit la vaccination, il faut quand même continuer à se protéger nos proches puis nos communautés. C'est pas le temps de partir en partie, là. Parce que premièrement, ça prend un certain nombre de jours avant de développer une réponse immunitaire. En moyenne, c'est 14 jours. Puis les personnes plus âgées, plus vulnérables, ça peut prendre un peu plus de temps, entre 21 et 28 jours. Puis même vacciné, on sait que ça ne protège pas 100 hein. On sait que le vaccin protège à 92 Il est quand même possible d'avoir la COVID, même si les risques de complications graves sont grandement réduits. C'est le but. Et même vacciné, il est toujours possible de transmettre le virus à nos proches. Puis l'administration de la deuxième dose est certes nécessaire pour compléter notre immunisation. Donc, distanciation, port du masque, lavage de mains, on n'arrêtera pas de le répéter, d'éviter les rassemblements puis les déplacements, ce sera toujours de mise. Puis prochainement, nous aurons un plateau la semaine prochaine pour les travailleurs de la santé prioritaire à Amos. Puis, tout le monde, je sais qu'on a beaucoup de questions. Quand je serai vaccinée, j'ai une maladie chronique, tout ça, mais ne vous inquiétez pas, tout le monde aura la possibilité d'être vacciné selon les priorités d'ici le mois de septembre. Puis la première dose va arriver sûrement plus... Fin septembre, on parle d'une vaccination complète, mais les premières doses assez rapidement, dépendant de l'arrivage des vaccins. Alors, et en plus, comme vous avez entendu dans les nouvelles, Pfizer, avec une seringue spéciale, va nous permettre de retirer dans tous les cas une 6e dose. Nous, c'est peut-être entre 40 et 50 des fois qu'on pouvait retirer une 6e dose, mais là, avec la fourniture que nous aurons, ça nous permettra d'avoir en tout temps une 6e dose, fait que ça nous permet d'augmenter également notre nombre de vaccins. Alors, ça ferait le tour pour la vaccination. Merci. Merci, Dr. Landry. Dr. Sabanjo, je vous laisse poursuivre, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Merci
encore pour l'opportunité de pouvoir vous partager les données épidémiologiques. Donc, je débute avec le nombre de nouveaux cas des dernières 24 heures. Donc, nous avons eu 3 nouveaux cas qui se sont ajoutés pour un bilan total de 558 cas depuis le début des 12e vagues dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Nous avons actuellement aucune personne hospitalisée en lien avec la COVID-19 et nous déplorons malheureusement un total de 7 décès depuis le début de la pandémie. Donc, depuis mars dernier, c'est maintenant 7 décès qui ont été comptabilisés ici en Abitibi-Témiscamingue en lien avec la COVID-19, dont 2 dans la dernière semaine. Donc, aussi, pour ce qui est le nombre de tests effectués, nous avons effectué 1377 tests dans la dernière semaine et ça, c'est pour moyen de 200 tests environ par jour. Cela étant stable, c'est un peu plus élevé que le nombre de tests qu'on effectuait pendant le mois de novembre ou début décembre. Mais ça se stabilise entre 200 tests par jour. Maintenant, les 3 cas que nous avons eus hier sont dans la MRC de l'Abitibi et nous avons mentionné que c'est en lien avec un milieu scolaire. C'est pour ça que cet après-midi, il y a une clinique mobile à l'école. Et je sais qu'il y a plusieurs questions, donc j'aimerais clarifier comment ça fonctionne. Donc, normalement, dès qu'on a des informations qui nous permettent de savoir que quelqu'un qui a reçu un résultat positif a fréquenté une école, un milieu scolaire, un service de garde, on doit agir rapidement afin d'éviter une transmission au sein de l'école. C'est pour ça que normalement, étant donné que lorsque la décision a été prise de réouvrir les écoles, c'était important que les jeunes peuvent avoir accès à la formation en présentiel, mais aussi de pouvoir faire ça en présence de leurs collègues, les autres jeunes de leur âge. Donc, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le système ou le principe de bulle class a été convenu. Donc, lorsqu'ils sont dans la classe, il n'y a pas de distanciation physique, ce qui fait en sorte que dès qu'il y a un élève qui a été présent dans une classe pendant la période visée par la santé publique, automatiquement, tous les membres de la classe ou toutes les personnes qui étaient présentes dans la même bout de classe pendant la période visée sont considérés comme des contacts étroits et doivent être en isolement pendant 14 jours. L'évaluation de chaque cas peut être un peu différente, mais majoritairement, c'est ce qui arrive. Et on constate que dans le dernier jour, nous avons eu je pense, chaque semaine au moins un cas dans ces situations. Et c'est pour ça que moi, cet après-midi, j'ai saisi l'occasion de rappeler aux parents l'importance d'être vigilantes et de ne pas envoyer leurs enfants à l'école lorsqu'ils présentent des symptômes. Je sais que ça peut être difficile pour un parent qui doit aller travailler et qui n'a personne à garder l'enfant et ne peut pas annuler à la dernière minute. Des fois, ça peut être tentant de l'envoyer quand même à l'école avec le Tenolol pour pouvoir poursuivre votre journée. Mais ce qui arrive, c'est que si cet enfant reçoit un résultat positif, il y aura un impact sur tous les autres élèves de la classe, sur toute leur famille pendant au moins 2 semaines. Donc, c'est très important qu'on s'isole dès qu'on a en présence des symptômes, d'aller passer un test et de s'isoler en attente de nos tests, le résultat des tests, soit pour nous ou pour nos enfants. Même chose, si on croit avoir été, si on sait qu'on a été en contact avec un cas de COVID, c'est important de faire attention et de surveiller pour l'apparition des symptômes et de ne pas envoyer nos enfants à l'école dans ce type de situation. Ça évite beaucoup d'interventions et d'anxiété chez des autres parents, des autres personnes avec lesquelles cet enfant pourra avoir été en contact. Dernièrement, je reviens aussi encore sur l'histoire de nos cas de nouveaux variants. J'aimerais préciser que les symptômes associés aux nouveaux variants d'Afrique du Sud, c'est le même. Donc, c'est-à-dire, c'est des symptômes qui s'apparentent à une grippe, donc une fièvre, la toux, mal de gorge, nez congestionné, perte d'odorat ou de goût, nez congestionné, de douleurs musculaires. Et
des symptômes qui peuvent s'apparenter comme gastroentérite, donc les nausées, les diarrhées et le vomissement. Donc, c'est les mêmes symptômes que le coronavirus qu'on a connu depuis plusieurs mois. Toutefois, le nouveau variant est plus transmissible. C'est-à-dire, si auparavant, une personne infecte 2 ou 3 personnes, avec le nouveau variant, ça peut aller jusqu'à 4-5 personnes. Donc, le nombre de personnes qui peuvent attraper l'infection d'un cas positif augmente. Et plus que les gens attrapent l'infection, plus que le risque que ça va tomber sur quelqu'un qui aura des complications augmente. C'est pour cela aussi qu'il y a une augmentation de vigilance et c'est pour cela que dès qu'on a un cas dans une école, on veut éviter toute situation d'éclosion et on va de loin pour offrir des dépistages, même si on sait que ces élèves vont être en isolement. Dernière chose que je voulais juste préciser, c'est que pour l'instant, on sait que le nouveau variant est plus transmissible. On n'a pas d'informations que ça donne une maladie plus sévère. Il y a certaines informations qui laissent croire que probablement l'efficacité, c'est-à-dire la réponse immunitaire suite à une vaccination en lien avec le nouveau variant peut être un peu moins bon. C'est-à-dire, si normalement, il y aura plus de monde qui sont vaccinés, qui auront une réponse immunitaire adéquate, il se peut qu'il y aura un peu moins lorsque c'est la variante sud-africaine. Mais la vaccination démontre efficace. Merci beaucoup. Merci. Nous en sommes à la période de questions. La première question est inscrite dans la zone de clavardage et provient de Vincent Tremblay, TVA Abitibi-Témiscamingue. Il demande, est-ce que la situation à Pikogane est préoccupante? Merci pour la question. La situation n'est pas préoccupante pour l'instant parce que oui, on a eu quelques cas, mais il faut se rappeler que oui, on est dans une région et souvent, on a dit à plusieurs reprises que le fait d'être une petite région est un avantage. Mais aussi, des fois, il y a d'autres aspects, c'est-à-dire un petit milieu, il y a des gens se connaissent, donc le contact, ça prend pas grand-chose d'avoir beaucoup de cas. Donc, c'est pour ça que ça l'est préoccupant, mais depuis plusieurs jours, on n'a pas eu de nouveaux cas et déjà, il y a des cas qui sont rétablis. Donc, pour l'instant, on n'est pas préoccupé. On garde tout de même plusieurs personnes en isolement, mais la situation, selon nous, s'évolue bien. Prochaine question adressée par M. François Munger de Médiaté. Oui, donc vous parlez depuis tantôt de personnes en isolement, d'élèves en isolement. Est-ce qu'on a le portrait un peu de savoir combien sont-ils actuellement en isolement? Donc, étant donné qu'il y a plusieurs, on parle de plusieurs écoles, okay? Dans plusieurs secteurs, ça va être difficile pour moi de pouvoir vous fournir des chiffres d'emblée, mais j'imagine que c'est des questions que l'école peut vous fournir aussi. Mais il y a plusieurs classes actuellement pour lesquelles on a eu un cas présent et pour lesquelles on a dû fermer la classe. Merci, Monsieur Charles Laferrière. Oui, toujours en lien avec les cas dans les écoles. Je suppose que quand un élève reçoit un résultat positif, on met automatiquement aussi les parents et frères et sœurs en isolement aussi parce qu'évidemment, ils ont été visiblement en contact. Oui, bonne question. Normalement, dès qu'on a un cas, peu importe l'âge, c'est-à-dire même si ce n'est pas un élève, dès qu'on a un cas positif, tous les contacts domiciliaires de cette personne sont automatiquement en isolement. Des fois, on peut avoir déjà d'autres membres de la famille qui sont déjà positifs, mais automatiquement, le contact domiciliaire d'un cas positif de la COVID sont automatiquement en isolement. La prochaine question, Annie-Claude Luneau, Radio-Canada. Bonjour à tous. Je voudrais parler de criblage. Ça a été discuté abondamment dans le point de presse de M. Dubé cet après-midi. Est-ce qu'on va être en mesure, dans les laboratoires de l'Abitibi-Témiscamingue, de faire du criblage pour tenter de détecter plus rapidement les nouveaux variants? Merci, c'est une bonne question. Et comme ça a été dit dans le point de presse de ministre, ça va venir tranquillement. Donc, il y a des démarches en cours pour pouvoir offrir ces types de services dans des régions. Mais il faut se rappeler que déjà, on a des interventions qu'on peut déjà faire avec chaque cas qui est déclaré. Peu importe si c'est c'est un cas qui s'agit de nouveaux variants ou pas. Donc oui, ça peut aider, mais déjà, on fait tout ce qui est nécessaire. Donc pour nous, c'est pas ça qui compte. Ça peut être intéressant de façon scientifique de savoir,
mais honnêtement, ça ne change pas nos conduites. On continue à être vigilant et on continue à intervenir rapidement pour freiner la transmission dans notre région. Merci. Monsieur Martin Guédon, inscrit dans la zone de clavardage, sans révéler d'informations confidentielles, est-il possible d'avoir certains détails sur les 2 décès de cette semaine? Groupe d'âge, territoire, était-il en bonne santé? Merci pour la question. Donc, c'est comme j'ai mentionné tantôt, c'est l'enjeu d'avoir des petits chiffres. Et je l'ai toujours dit depuis le début de la pandémie. C'est une bonne chose qu'on n'a pas que 7 décès depuis le début de la pandémie. On a été épargnés. C'est sûr qu'il y a 7 familles qui ont été endeuillées et nos pensées sont toujours avec eux. Mais c'est d'autant plus important de conserver la confidentialité de ces personnes. Dans notre région, on n'a pas tant de décès par semaine. Donc, lorsqu'on commence à dire dans quel secteur ou dans quel groupe d'âge, c'est devenu plus facile de croiser les informations et d'identifier la personne. C'est pour ça que pour l'instant, on ne peut pas divulguer plus d'informations. Probablement, après la fin de 12e vague ou dans plusieurs mois, on peut finalement, à un moment donné, publier un portrait, mais on ne peut pas publier ça maintenant parce que c'est trop facile de pouvoir croiser les informations et d'identifier les personnes concernées. Merci, Madame Fanny Lévesque, la presse. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si depuis mardi, vous avez un peu plus d'indications sur comment le variant a pu être introduit en Abitibi-Témiscamingue, le variant du sud-africain. Merci beaucoup pour votre question. C'est une question intéressante, mais malheureusement, on n'a pas plus d'informations parce que, premièrement, on est une petite région, on est une petite équipe et on a encore des cas qu'on doit gérer tous les jours. On a commencé à élaborer le portrait, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Le travail se poursuit et dès qu'on a plus d'informations, on va le partager avec la population. Est-ce que vous avez envoyé des échantillons supplémentaires pour qu'on exécute du séquençage? Oui, nous avons envoyé quelques échantillons supplémentaires pour nous aider à savoir si ces cas sont vraiment reliés ou non à ces 2 cas qui ont été confirmés. Merci. Merci. François Munger. Oui, on fait souvent le portrait de cette pandémie-là. J'aimerais ça savoir, dans un premier temps, quel est le pourcentage de symptomatiques versus asymptomatiques de peut-être la 2e vague ou du moins des cas les plus récents. Puis peut-être, dans les prochaines semaines, ce serait intéressant de voir aussi le portrait de tout ça, les groupes d'âge et tout ça, de chacun des symptomatiques, asymptomatiques et tout ça. Merci beaucoup pour votre question. Oui, on a partagé un portrait il y a quelques semaines, mais on n'a pas sorti l'information précisément que vous avez spécifiée, c'est-à-dire quelle proportion des symptomatiques et asymptomatiques. Donc, on va travailler là-dessus et on va essayer de vous communiquer ces informations. Merci. Lily Mercure de RNC Média demande dans la zone de clavardage. Québec a annoncé plus tôt concentrer sa vaccination à Montréal due au nombre élevé de cas. Est-ce qu'il faut comprendre que des régions éloignées comme la nôtre auront moins de doses de vaccins au cours des prochaines semaines? En tout cas, pour l'instant, comme je vous disais tout à l'heure, on a 5 de notre population de vaccinée, alors que la moyenne au Québec est de 2,8, donc on est quand même assez chanceux. Et nous avons presque reçu de 4 800 doses de Moderna pour nos résidents RPA, ressources intermédiaires, communautés autochtones, ça c'est très bien. Et aussi pour VVB, le territoire de la région 10. Et également, nous attendons la semaine prochaine un plateau aussi à Amos de Pfizer. Donc, pour l'instant, on n'a pas... on a quand même été, la semaine dernière puis l'avant-dernière semaine, on n'a pas eu de plateau de Pfizer, mais par contre, on a eu, comme je vous dis, près de 4 800 doses de Moderna qui équivaut à quasiment 4 plateaux de Pfizer. Fait que quand même, on peut se considérer chanceux. Monsieur Charles Laferrière. Petite précision, quand vous parlez du plateau vous attendez de Pfizer pour Amos, c'est bien les 975 doses que vous avez annoncé attendre la semaine dernière?
Oui, plus 180, parce que c'est 195 flacons, fioles. Puis comme j'ai mentionné précédemment, avec des seringues spéciales de 1 cc, nous allons pouvoir retirer dans tous les cas de 6e dose, ce qui fait à peu près 1100 quelques doses là, par plateau maintenant. Madame Annie-Claude Luneau. Je sais qu'on pose la question à chaque semaine, mais c'est parce que c'est revenu dans l'actualité à nouveau cette semaine, la possibilité d'avoir des mesures supplémentaires pour la semaine de relâche, notamment possibilité d'avoir des barrages routiers. Même chose aussi entre le Québec et l'Ontario. On sait que c'est un enjeu particulier dans notre région. Quelle est votre recommandation comme santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue au niveau des mesures supplémentaires pour limiter les déplacements? Oui, comme nous avons toujours dit, la finalité de la chose, c'est le comportement de nos citoyens. Parce que même s'il y a des barrages routiers, l'efficacité de barrages routiers vient de son étanchéité. Il faut que ça soit étanche, ok? Mais il faut que ça soit étanche. Donc, il ne faut pas que les gens puissent le traverser. Dès qu'il y a des gens qui traversent le barrage, le risque revient. Ça, c'est vrai que le fait d'avoir des barrages, ça se peut que ça va décourager quelques personnes. Ça va probablement le faire changer d'idée. Donc, ça peut être un avantage. Mais à fin de compte, si les gens peuvent toujours traverser les barrages, le risque demeure. Et lorsque ces gens s'il y a des gens qui puissent rentrer dans notre région, ce qui va être important, c'est de garder nos distances de haut. C'est-à-dire de ne pas laisser ou baiser nos gardes lorsqu'ils sont autour de nous. Donc, c'est le respect des mesures, c'est ça qui aide à freiner la transmission. C'est ça le moyen le plus efficace. Le barrage, oui, ça peut décourager ceux qui ne vont pas respecter les mesures, mais il reste quand même un risque. Donc, je ne veux pas que les gens pensent que d'installer le barrage, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Je vous ai mentionné que les 2 cas qu'on a constatés, pour lesquels on a eu des confirmations que c'est des nouveaux variants, ils n'ont pas voyagé hors de la région. Ils étaient ici en région, mais ils ont côtoyé des gens qui ont probablement côtoyé quelqu'un qui est voyagé. C'est là où le risque est arrivé. Donc, si on continue, on sait qu'on est des gens accueillants, on a des gens qui aiment se réseauter, mais c'est pas le moment pour le faire. C'est mieux de garder, de limiter nos contacts, de profiter de nos activités et des situations ou des installations qui sont maintenant ouvertes en maintenant nos boules familiales. C'est ça qui est plus important. Et ça va être toujours notre recommandation. Merci. Monsieur Martin Guindon demande, lorsqu'une bulle classe est mise en isolement, est-ce que les enseignants sont également placés en isolement? Merci, c'est une très bonne question. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, c'est une évaluation cas par cas. En général, les élèves, parce qu'il n'y a pas de distanciation physique entre eux, il y a des classes, des groupes comme à partir de 5e et 6e année qui portent le couvre-visage, mais les années plus bas n'ont même pas de couvre-visage. Donc, il peut avoir des interactions entre les élèves. Par contre, pour les employés, pour les professeurs, pour les enseignants, il y a des mesures strictes. Donc, aux autres, ils doivent garder une distance de 2 mètres des élèves. Ils doivent porter leur équipement de protection individuelle qui fait en sorte que leur risque est souvent faible. Sauf si, pour une raison ou l'autre, ils ont dû soit porter support ou l'aide à un élève, plus précisément, qui fait en sorte que peut-être il y a un risque différent. Mais en général, le risque d'une enseignante lorsqu'on regarde l'interaction d'une enseignante et un élève, il y a des mesures qui font en sorte que l'évaluation de risque en général est faible. C'est pour cela qu'en général, les enseignants ne sont pas placés en isolement. Toutefois, on les invite à participer à nos cliniques mobiles juste par prudence et par précaution. Monsieur François Munger.
Oui, donc, on a parlé de vaccination tantôt. On se rappelle qu'on a vacciné les premières personnes en décembre. Je pose la question à peu près toutes les semaines. On en est où avec l'histoire de la deuxième dose? Là? On se situe où? Est-ce qu'on va être en mesure de vacciner cette deuxième dose? Très bonne question. Certainement. Écoute, on prévoit plus de vaccins au début mars-avril. On sait que le Comité d'immunisation Québec s'est prononcé qu'il n'y avait aucun problème d'attente jusqu'à 90 jours. L'immunité est suivie de près. Comme c'est pas quelque chose qui, du jour au lendemain, une journée, tu es immunisé, puis le lendemain, tu ne l'es plus. On peut observer une baisse graduelle, mais pour l'instant, ce qu'on nous dit, en tout cas, c'est que l'immunité ne semble pas diminuer. Ça semble aller bien et on aura des nouvelles aussitôt que nous aurons plus de vaccins et que les données au niveau de des travailleurs de la santé qui sont suivis, on aura des informations à ce sujet, mais certainement, la deuxième dose est toujours dans le décor. Merci. Monsieur Charles Laferrière. Oui, ma question pour Mme Roy. On a eu une histoire d'un médecin qui voulait s'établir à Val-d'Or et qui avait de la misère à trouver un logement. Est-ce que le CISAP, dans ce genre de situation-là, aide? Et sinon, de quelle manière le CISAP aide? Et c'est quoi les options qui sont offertes à ces médecins-là qui veulent venir en région, mais qui parfois ont de la misère à trouver un logement? En fait, pour toute personne, candidat, médecin, mais même, j'ose élargir là, parce que c'est tout professionnel ou toute candidature externe qui souhaite venir s'établir en région et qui nous signifie aussi une difficulté, là, soit par une non-connaissance de notre environnement, de notre milieu, de notre région, qu'il a besoin d'aide au niveau de l'hébergement. Évidemment, on accompagne tous ces gens-là, on les met en réseautage aussi avec le lieu, puis le milieu et les organismes là, qui aident à l'accueil-intégration des nouveaux arrivants du secteur concerné. Et si la difficulté se poursuit, on élargit le réseau de diffusion là, de l'information pour s'assurer de vraiment contribuer à la recherche soit d'un logement ou parfois ça peut être autre chose, ça peut être un travail pour le conjoint, ça peut être une place en garderie pour les enfants ou autre. Donc oui, on aide là, puis on accompagne vraiment les candidats comme ça de l'extérieur, mais on le fait en grande collaboration avec les partenaires du milieu qui sont très heureux de contribuer eux-mêmes. Là. Donc, la situation à laquelle vous faites référence, c'est effectivement ce qui s'est passé également. Si jamais on réussit pas à trouver, est-ce que le CISAT est prêt à débourser pour quelques semaines dans une chambre d'hôtel pour compenser si le médecin est déjà prêt ou doit débarrasser son ancien logement? Est-ce qu'on est prêt à débourser quand même des chambres d'hôtel en attendant de trouver quelque chose parce qu'on a besoin de médecins, mine de rien, là? En fait, les différentes modalités emploi prévoient effectivement là, qu'on utilise certains de nos résidences, certains de nos logements. Parfois, c'est l'hôtel là, dépendant de la situation, mais tout comme, par exemple, un médecin dépanneur ou un professionnel itinérant, main-d'œuvre indépendante qui vient ici en région, on a certaines modalités qui permettent d'établir la personne pour quelques semaines ou parfois quelques mois, le temps de trouver quelque chose de plus adéquat. Donc, oui, on contribue aussi à avoir ce court terme-là là, offert aux candidats. Madame Annie-Claude Luneau. Il était question cet après-midi aussi du délai avant d'aller chercher un test de dépistage. Donc, le ministre de la Santé voulait voir réduire ce délai-là entre le moment du début des symptômes et le test de dépistage. On se situe où en Abitibi-Témiscamingue? Est-ce que vous avez l'impression que les gens attendent trop longtemps avant d'être dépistés? Oui. Merci c'est une très bonne question. Et on constate que dernièrement, le délai est un peu plus long. Et c'est pour ça que dans les dernières semaines, on fait rappel à nos citoyens d'aller passer un test assez rapidement. Donc, pour l'instant, pour nous, c'est un peu plus long que normal. Donc, on voit des gens que ça fait plusieurs jours déjà qu'ils ont commencé leurs symptômes et nous, on reçoit le test comme, pour nous, ça relève à 2,3 jours entre le symptôme et le prélèvement. La bonne chose, c'est que nous, dès que la personne passe le test, le résultat arrive la journée même. Donc, le délai entre le test et l'enquête est moins d'une journée.
Mais déjà, avant de passer un test, il y a au moins 2,3 jours. Madame Fanny Lévesque. Aviez-vous une autre question, Madame Lévesque? Alors, je laisserai Monsieur Munger adresser une dernière question. Oui, dans le fond, on entend beaucoup parler de délestage encore sur la scène nationale. J'aimerais juste qu'on fasse le point sur la situation en Abitibi-Témiscamingue. Ça a l'air de quoi en ce moment dans le réseau? En fait, on n'a réalisé aucun nouveau délestage de nos activités là, au sein des activités soit hospitalières, ambulatoires ou toute autre activité de notre organisation. Faudrait que j'aille voir là, les dernières données, mais réellement, on était la région où le délestage inscrit est le moindre pour l'entièreté de la province. Quand je suis allée voir il y a 2 jours, on était à 6 % de délestage compilé. Il faut comprendre que le délestage inscrit correspond pour nous à une diminution des activités chirurgicales qu'on a dû réaliser, qui sont davantage associées à une pénurie de ressources que la situation pandémique là, qui a imposé ce délestage-là. Mais réellement, on est la région qui s'en tire le mieux actuellement avec le maintien qui se fait même déjà depuis plusieurs mois là, au niveau de l'entièreté de nos activités. C'est pour ça qu'on met à contribution toutes les équipes pour parfois réorganiser nos façons de faire, mais toujours dans l'objectif de maintenir les services à la population. Puis jusqu'à présent, on y arrive bien. Là. Puis j'en profite pour remercier vraiment l'ensemble des travailleurs et intervenants qui contribuent à ce qu'on puisse réaliser là, ce succès-là de maintenir nos services à la population dans le contexte. Ça semble complet pour aujourd'hui. Alors, merci à nos porte-paroles. Merci encore pour votre participation une fois de plus. Merci, bonne fin de journée et à la semaine prochaine. Merci, à bientôt. Merci. Bon après-midi. Voilà, mesdames, messieurs, ce qui met fin à ce point de presse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Je vous remontre dans quelques instants la carte de l'Abitibi-Témiscamingue ici. Donc, on voit les MRC de Rouyn-Noranda, de Témiscamingue et de la Vallée de l'Or qui ont maintenant 0 cas actifs en Abitibi-Témiscamingue. C'est la MRC d'Abitibi avec 18 cas actifs qui en a le plus sur 22 au total. La seconde MRC qui en a, c'est la MRC d'Abitibi-Ouest. 10 cas qui ont été déclarés dans la communauté de Picogan. Et là, il y a une école aussi qui est présentement sous éclosion. Au moins une école, on semblait dire peut-être plus qu'une tantôt. Il y a 3 classes au moins qui ont été fermées en raison de détection de COVID-19 auprès d'élèves. Il y avait clinique de dépistage mobile cet après-midi du côté de Landrienne, entre autres. Le portrait de la situation, il est celui-là en ce moment. Et on vous rappelle, si vous avez besoin d'avoir un test de dépistage, et je vais remettre les numéros à l'écran, vous pouvez vous rendre au covid19.quebec.ca. À cet endroit-là, il y a le formulaire pour obtenir un dépistage. Vous pouvez même choisir l'heure et la journée de votre dépistage dans le truc. Je suis allé juste avant la diffusion tester la plateforme. Ça fonctionne extrêmement bien. Il y a également le 1-877-644-4545. Et ce qu'on nous disait, c'est plus facile, plus rapide de passer par le covid19.quebec.ca pour obtenir votre test de dépistage. Et le CISAT qui le rappelle, si vous avez quelques symptômes que ce soit, allez vous faire dépister. Et le CISAT qui a aussi rappelé, entre autres la Dr Sobanjo qui disait aux parents, si votre enfant à la maison a des symptômes, gardez-le à la maison. On veut éviter que ça parte dans les écoles. Dans les prochains jours. On le rappelle, le bilan cette semaine, 2 nouveaux décès qui se sont ajoutés pour un total de 7 depuis mars l'année dernière, ce qui est quand même peu pour une région comme l'Abitibi-Témiscamingue par rapport à l'ensemble du Québec. Au niveau des tests, 1377 tests qui ont été faits dans la dernière semaine. On continue de surveiller toute l'histoire du variant de l'Afrique du Sud qui avait été détecté dans le secteur de l'Abitibi-Témiscamingue. Et on continue de suivre cette situation de la COVID-19 à chaque semaine. Nous, on est là avec vous à chaque semaine pour ces points de presse du CISAT et on suit évidemment les développements au courant de la semaine. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions également. On est là. Et n'hésitez pas à télécharger également l'application Médiaté Plus pour obtenir l'ensemble de vos nouvelles rapidement au bout de vos doigts sur votre tablette ou votre cellulaire. Et là-dessus, mesdames, messieurs, je vous souhaite une excellente fin de journée. Thank you.